Une femme et ses comparses franchissent une barricade. Elle est torse nu, elle brandit drapeau et fusil. Tel un général, elle entraîne une foule que l'on devine en arrière-plan. Ils sont dans l'action et semblent fondre sur nous comme s'ils nous prenaient à témoin. À l'heure où dans tant de pays la liberté de penser, d'écrire, d'agir sont de plus en plus bafouées, il est frappant de voir à quel point la force symbolique de cette œuvre a traversé le temps jusqu'à se révéler d'une troublante actualité. En 1830, Eugène Delacroix signe un tableau qui va entrer dans l'histoire. La liberté guidant le peuple. Cette toile immortalise un épisode méconnu, les Trois Glorieuses. 3 journées au cours desquelles le peuple de Paris s'élève pour clamer sa soif de liberté, de réforme et de justice sociale. La liberté guidant le peuple va devenir une œuvre mythique et connaître un destin surprenant. Aujourd'hui, une campagne de restauration nous invite à nous approcher au plus près des intentions du peintre, à retrouver l'éclat perdu des couleurs, la puissance de la composition et sa force évocatrice. Donc ça, c'est toujours très énigmatique. On n'a pas compris ce que c'était. C'est bizarre, parce que là, je pensais que c'était une éraflure, et puis après, ça se transforme en... Exactement, on comprend pas. C'est peint, là. Bah, là, ça fait peint, voilà. Ça fait peinture, là. Et là, pof, il y a une éraflure. Et tout ça, c'était masqué. C'était recouvert de vernis. Ces vernis qui protègent la peinture, qui sont censés aussi donner une parfaite saturation, un éclat aux couleurs. Avec le temps, ils s'altèrent naturellement. Surtout quand ils sont accumulés les uns par-dessus les autres, parfois avec des couches de crasse intermédiaires. À la fin, ils forment un écran opaque et très jaune qui déforme donc la perception qu'on a des couleurs qui sont dessous. Par exemple, les bleus deviennent verdâtres, les blancs deviennent jaunes ou gris. Cette toile a souffert, jusqu'à masquer l'esprit du temps que Delacroix a saisi. La restauration va nous permettre de redécouvrir cette révolution de 1830, point de départ de bouleversements idéologiques et sociaux extrêmement importants qui vont gagner toute l'Europe. Regardez ce tableau avec soin, comme le disait Alexandre Dumas. Il a une grande qualité, c'est de vivre de la vie de 1830, c'est d'émaner une atmosphère chargée de salpêtre, c'est de grouiller sous le soleil de juillet. En cette année 1830, la situation est inflammable. Le roi Charles X, qui tente d'incarner 30 ans après la Révolution française la continuité de la monarchie, gouverne la France avec les ultra-royalistes. Il favorise la noblesse et l'Église. Il oublie un peuple qui souffre. Les salaires sont en baisse, les prix augmentent et nombre de ménages à Paris sont considérés comme nécessiteux. La misère, le grand mot d'ordre, si je puis dire, la grande plaie de la période, c'est la misère. Les espoirs de 89, l'inachèvement de la Révolution, qui a quand même bien servi une certaine couche de la population, mais oublié l'essentiel. Un des grands utopistes de la période, Charles Fourier,
le disait dès 1808. Vous avez oublié les 3/4 de la population. Bientôt, dit-il, les enfants frapperont à vos portes pour vous demander des comptes. Et la Révolution se situe à ce moment-là, dans une crise à la fois de régime, difficulté par rapport à la décision de Charles X de maintenir un système politique, un régime politique dépassé, et une volonté d'une couche de la population, en particulier la bourgeoisie, qui voudrait un autre régime. Il y a un tournant qui est assez important, c'est ces fameuses élections législatives de 1827 qui amènent à la Chambre des députés une majorité d'opposition libérale. Libéral, ça ne veut pas dire révolutionnaire, du tout. Mais ça veut dire des gens qui voudraient un régime qui soit quasi parlementaire. C'est-à-dire que s'il y a un président du Conseil, eh bien, il doit être pris dans la majorité de la Chambre. Ce que ne fait pas Charles X. Il va décider de signer 4 ordonnances. Rétablissement de la censure de la presse. 2, dissolution de la Chambre des députés. 3, restriction du corps électoral. On le réduit. Et du nombre de députés. On le divise pratiquement par 2. Et 4, nouvelle date d'élection en septembre. Donc là, on est arrivé, pense-t-on, à l'acmé de la tension qui ne pourra se résoudre que d'une manière ou d'une autre. On se demande d'où va venir précisément cette résistance. Eh bien, elle va venir d'abord des journalistes. Il y a une logique à ça. Si on rétablit la censure, les premiers touchés, ce sont eux. Donc, on voit les propriétaires de journaux, les imprimeurs également, commencer à réagir en imprimant des placards, des textes, des pétitions pour protester contre ce rétablissement de la censure et ce qu'on appelle un coup de force. Car ce qu'a fait Charles X n'a pas d'autre nom qu'un coup d'État. La nuit, au cœur de Paris, dans les faubourgs, les ateliers, les goguettes, on se réunit. Une réponse au coup d'État se prépare. Petit à petit, les ouvriers imprimeurs, les typographes, n'ayant plus de travail puisque la censure est là, se répandent dans les rues, ameutent la foule, et ça prend. Tout commence le matin du 27 juillet. Les premières échauffourées ont lieu devant le Palais Royal. On s'arme, et quand on n'a pas d'armes, on pille les armureries. On se servira bientôt sur les cadavres des soldats de Charles X. Voilà Paris qui renoue avec la Révolution et on élève les premières barricades. Le 28 juillet, la situation dégénère. On compte près de 4000 barricades, élevées avec des pavés, arrachés aux rues étroites, les meubles qu'on passe par les fenêtres, les arbres abattus. Les boulevards et les faubourgs sont en feu. Des femmes et des adolescents participent au combat. C'est la journée où tout bascule. On commence à voir apparaître partout des drapeaux tricolores. Le drapeau tricolore devient le symbole de ralliement. Avant, je rappelle que jusqu'à cette époque-là, le drapeau de la France, c'est le drapeau blanc. Donc là, il y a le drapeau tricolore qui émerge partout. Alexandre Dumas, qui participe au mouvement révolutionnaire, rencontre Delacroix du côté du pont d'Arcole, passerelle menant à l'hôtel de ville. Le peuple en armes fait peur à l'artiste, témoigne Dumas. Mais quand Delacroix voit le drapeau aux 3 couleurs flotter sur les tours de Notre-Dame, sa peur s'efface devant son enthousiasme. Le 29 juillet, l'hôtel de ville, le Louvre et les Tuileries, emblèmes du pouvoir royal, sont pris par une foule ivre de son pouvoir. On comptera plusieurs milliers de blessés, 1 millier de morts, dont des enfants et des femmes. Marmont, gouverneur de Paris, abandonne la ville aux insurgés. Tout est fini. Et tout commence. Les admirables journées des 27, 28, 29 juillet ont mis au tombeau l'ordre ancien et ouvert une ère nouvelle. Et on commence à comprendre que Charles X ne pourra jamais revenir au pouvoir. Qui va-t-on mettre à la place ?
Des libéraux comme le journaliste Thiers œuvrent dans l'ombre pour empêcher le retour d'un régime républicain. Thiers, notamment, a fait, diffuser une proclamation en disant « La République, c'est la guerre civile et la guerre extérieure ». Rappelez-vous la terreur et rappelez-vous les guerres. Donc on n'en veut pas, donc il faut une monarchie. Et le seul capable de nous donner une monarchie qui soit une monarchie libérale, c'est le duc d'Orléans. Si la République arrive, eh bien, elle annonce peut-être la République sociale. Et du même coup, on craint précisément de donner raison au peuple qui réclame la liberté. Charles X abdique, et le 9 août, le duc d'Orléans devient Louis-Philippe Ier. Les 3 couleurs, symboles de l'union nationale, sont rétablies. Delacroix écrit à son neveu: « Nous avons été 3 jours au milieu de la mitraille et des coups de fusil, car on se battait partout. Le simple promeneur comme moi avait la chance d'attraper une balle, ni plus ni moins que les héros improvisés, qui marchaient à l'ennemi avec des morceaux de fer emmanchés dans des manches à balai. » Delacroix a vu cette révolution de ses yeux, puisqu'il habitait et travaillait à Paris à cette époque-là. Il louait un appartement et un atelier quai Voltaire, au bord de la Seine, face au Louvre. Après une panne d'inspiration, de doute, que Eugène Delacroix vient de traverser, cette insurrection sous ses fenêtres provoque en lui le désir de faire un grand tableau d'histoire. Delacroix écrit à son frère, le général Charles-Henri: « Bon et cher frère, ta bonne lettre m'avait fait un bien grand plaisir. Pour le spleen, il s'en va grâce au travail. J'ai entrepris un sujet moderne, la barricade. Et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. » D'armurerie, qui ont été prises d'assaut par les... J'imagine quelqu'un qui se positionne d'un point de vue graphique, en fait, d'un point de vue de la profondeur, d'un point de vue... c'est plutôt comme ça, comme un chercheur d'angle, presque comme un technicien, en fait. Donc comme un observateur, plus que comme quelqu'un qui est tout sensible à l'événement. Delacroix va dessiner, chercher, se documenter et préparer sa palette. Puis il va se jeter sur la toile, après une rapide ébauche. Delacroix, c'est l'une de ses originalités depuis qu'il a surgi sur la scène française, c'est qu'il s'intéresse à l'actualité et il veut la peindre. Et il a déjà fait une première expérience de cela en 1824, avec la guerre d'indépendance des Grecs. Mais cette guerre, il ne l'a pas vue, il n'en a pas été témoin. Là, en juillet 1830, c'est la première fois qu'il est le témoin direct. Il va retremper ses pinceaux dans cette âpreté, cette cruauté qu'il avait déjà essayé de traduire sur la toile avec les massacres de Sceaux, mais cette fois-ci, évidemment, avec plus d'authenticité. La composition de la liberté guidant le peuple, qu'elle est très solide. Il y a d'abord une base, que sont les cadavres au premier plan, et cet amoncellement de poutres et de pavés qu'est la barricade lui permet de construire en fait un édifice qui forme comme le fronton d'un temple. Et tout en haut, il place l'allégorie de la liberté. Cette composition, elle est assez apparentée à celle du radeau de la Méduse de Géricault, un tableau que Delacroix connaissait très bien, puisque lui-même d'ailleurs avait posé pour un des personnages de cette composition. Mais là où Géricault construisait une pyramide, là aussi constituée de poutres et de corps humains qui étaient dirigés vers l'horizon, Delacroix renverse le principe. Il fait une pyramide qui nous regarde, nous, qui fond droit vers le spectateur. La Grèce sur les ruines de Missolonghi annonce en partie la liberté dans ce côté allégorique, dans cette figure féminine qui n'est pas ici sur une barricade, mais qui est sur des débris de pierre. On y retrouve aussi le sang sur les pavés, les cadavres au premier plan, etc. Sous la Révolution, l'allégorie de la liberté était représentée comme une figure statique, sereine, pourvue d'un bonnet phrygien,
et tenant le plus souvent une pique. Là, Delacroix lui donne un fusil à baïonnette de l'armée, modèle 1816. Et puis, c'est une femme qui est assez sale, qui a une musculature très développée, une pilosité aussi sous les aisselles, et une robe en lambeaux déchirée. Et elle est en mouvement perpétuel, cette femme, les pieds nus, sans sandales. Cette morphologie extrêmement imposante, et aussi la poitrine, les drapés, et tout ça est tiré de la statuaire antique, et notamment de la Vénus de Milo. Il est évident que Delacroix s'est inspiré d'elle. En cours d'exécution du tableau, Delacroix va encore chercher, expérimenter et modifier sa composition. Le changement le plus conséquent qu'il ait fait, c'est celui de la position de la liberté, qui était d'abord un petit peu désaxée, extrêmement déhanchée, et qui avait le visage tourné vers le bas. Son visage était vu de 3/4 et elle s'adressait manifestement à l'un des émeutiers qui semble l'implorer ou en tout cas peut-être sacrifier sa vie, son corps à elle. Et en cours de route, Delacroix a changé d'avis, il a redressé le visage de Liberté et il l'a tourné de profil pour lui donner un profil de médaille parfait. Elle voit quelque chose hors champ. Elle semble aussi davantage haranguer les personnages qui se trouvent à côté ou derrière elle, comme si elle voulait impulser le mouvement général. Et puis, ce profil, ça permet aussi évidemment de magnifier la beauté de cette femme qui se détache comme une médaille antique sur le soleil de juillet. On a l'impression que la progression, la marche de tous ces personnages vers l'avant, vers nous, est tellement rapide que le peintre n'est pas parvenu finalement à fixer cet instantané dans le cadrage de sa prise de vue, exactement comme le ferait plus tard un photographe reporter de guerre. Et ça, ce drapeau coupé, c'est vraiment une idée de génie, puisqu'elle anticipe des effets proprement photographiques. Delacroix achève son tableau en décembre. Il va le présenter au Salon, qui se tient au Louvre, en mai 1831. Sur le livret de l'exposition, le tableau, intitulé jusque-là « Une barricade », porte comme titre « Le 28 juillet, la liberté guidant le peuple », en référence à la journée où tout s'est joué. En 1831, Delacroix n'est plus du tout un inconnu. Il a fait scandale au premier salon de 1822, il a refait scandale en 1824, il a fait scandale en 1827. Il apparaît comme le chef de file, bien malgré lui, des romantiques, on dirait aujourd'hui, mais en tout cas de la nouvelle école ou de la nouvelle génération. Et donc en 1831, c'est quelqu'un qui est déjà très reconnu. Au salon de 1831, il y a un nombre conséquent d'artistes qui surfent sur la vague politique et qui présentent des tableaux évoquant la Révolution 1830. Mais très clairement, celui de Delacroix est au-dessus de tous, puisque la plupart des autres peintres vont représenter des petites anecdotes touchantes ou patriotiques dans les rues de Paris, avec les tout petits émeutiers minuscules. C'est presque une vue de Paris, mais animée par un petit peu de fumée et de coups de fusil. Delacroix est le seul à présenter un tableau d'une telle ambition qui parvient à résumer l'ensemble du mouvement révolutionnaire. Toute la composition tourne autour du bleu-blanc-rouge. Nous, on a l'habitude aujourd'hui du drapeau bleu-blanc-rouge. On ne se rend pas compte de l'impact que pouvait faire ce bleu-blanc-rouge pour les visiteurs du salon en 1831. Ce qu'on va lui reprocher, principalement, c'est ce qui fait la force du tableau, c'est-à-dire ce mélange d'allégorie et de réalisme. Et d'une certaine manière, la liberté est une vertu cardinale, très importante, etc. Et en même temps, on la représente sous la forme, je cite les termes de l'époque, d'une poissarde. Donc comment c'est possible ? Le poète Heinrich Heine, après avoir vu l'œuvre au Salon de 1831, écrit
Cette figure de la liberté est un bizarre mélange de Phryné, de Poissarde et de déesse de la liberté. Une liberté incarnée par une courtisane grecque qui, accusée d'impiété, se dénude devant ses juges. Une Vénus des rues, représentant la force brutale du peuple qui se délivre d'un fardeau fatal. Siamo davanti a un'allegoria necessariamente sensuale e carnale proprio perché così funziona l'allegoria. Mette carne su un concetto. Heine est profondément convaincu du fait que Delacroix a réussi une prouesse qui est de montrer la liberté comme moteur de l'histoire européenne, pas seulement un petit épisode d'histoire politique française, mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Ma non lo so, ma Heinrich Heine ci porta in questa direzione. Lui dice proprio questo, dice quella dignità del popolo che era stata schiacciata risorge. Ed ecco allora il grande pensiero che émerge in questo quadro. Le tableau, malgré tout, dérange. Alors, il est acheté par l'État parce que c'est une image très forte, parce que c'est Delacroix, mais très vite, il finit en réserve. Quand Delacroix pose sa signature en lettres rouge sang sur une des poutres de la barricade, il ne sait pas encore que les journées de juillet, les Trois Glorieuses, allaient bouleverser la société française. Ce peuple en armes qui fonce vers nous, inquiéterait-il le pouvoir? Rien n'est totalement joué. Fin août, même après donc, le fait que Louis-Philippe donc, soit roi des Français. Il y a quand même des mouvements insurrectionnels, même à Paris, forts en octobre. On est dans un moment révolutionnaire qui ne s'éteint pas complètement à ce moment-là. Donc il faut vraiment qu'on verbalise beaucoup le fait que ça y est, c'est terminé et qu'on est dans un autre moment à partir donc, de la fin août et que l'on construise cette révolution comme l'alliance entre le peuple et la bourgeoisie. L'histoire nous montre que les périodes de glorification du peuple sont souvent celles où on le craint le plus. Donc, il y a tout un discours, effectivement une phraséologie au début de l'orléanisme qui vise à mettre le peuple en exergue. On aime bien, par exemple, faire des lithographies sur lesquelles il y a trois personnages qui se tiennent par le bras. Un ouvrier, facilement reconnaissable, un garde national, la bourgeoisie en armes, et un étudiant. Parce qu'on aime bien aussi célébrer, comme on dit à l'époque dans certains poèmes, nos héros de 20 ans, ceux qui ont fait cette révolution. Mais il est entendu que le peuple va retourner dans ses ateliers. On a fait la révolution, mais maintenant, je rappelle quand même que la devise de la monarchie orléaniste, c'est liberté, ordre public. Et là, on dit ça y est. C'est terminé, tout est terminé, tout va bien. Maintenant, tout le monde retourne travailler. On a un texte constitutionnel, on a un bon roi. Tout le monde ne partage pas ce sentiment. Pierre Leroux, journaliste, un témoin de cette révolution, fait part en octobre de sa déception. Il y a 2 mois, nous nous promettions, dans l'ivresse du triomphe, dans l'enthousiasme de la liberté pleinement reconquise, 1000 choses magnifiques et grandes, qui auraient illustré l'ère nouvelle et fait battre nos cœurs de citoyens. Nous nous imaginions qu'une fraternité profonde et sincère venait d'être scellée au prix du sang entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière. Ich kann eigentlich an keine Revolution denken, wo nicht sehr bald dieses Gefühl der Enttäuschung da war. Wo die Akteurinnen und Akteure nicht sehr bald gesagt haben, wir haben uns etwas anderes vorgestellt, die Revolution wurde gestohlen. À l'issue de ces Trois Glorieuses, on s'aperçoit que le peuple n'a rien. Il a tout fait, et pourtant, rien ne lui est accordé. Et c'est précisément cet événement qui n'a pas lieu, qui n'est pas advenu, qui est à la fois présent dans le tableau, en attente, dans le regard justement des 2 enfants, et en suspens.
c'est un moment pivot parce que c'est à partir de cet échec ou de ce qui s'est passé que on va penser vraiment ce qu'il faut faire pour changer le monde. 1830, c'est une brèche. Pierre Leroux fait partie de ces gens qui ont compris cette montée extraordinaire d'une population travailleuse. C'est-à-dire le peuple, c'est le monde du travail, divers, multiple. Et ce monde du travail demande des comptes. Es ist ein Moment, in dem ja so etwas wie Klassenbewusstsein überhaupt erst entsteht. Also die Epoche, in dem das Wort Sozialismus zum ersten Mal in der europäischen Geschichte auftaucht. L'abolition momentanée de la censure libère la parole. Les mots et les images vont avoir une grande importance. Il y a rarement eu une telle liberté d'expression. Il y a des centaines de journaux, y compris des journaux de caricature extrêmement virulents. On connaît par exemple la représentation de Louis-Philippe sous la forme d'une poire due au crayon de Philippon, bien connu, mais il y a des caricatures beaucoup plus méchantes que ça, si je puis dire, qui associent Louis-Philippe à l'argent, à la banque. C'est un peu la formule de Stendhal, hein. Avec 1830, c'est la banque qui a pris le pouvoir. On a des femmes qui sont issues du peuple, hein, qui vont prendre la parole et qui vont donc décider que la révolution de 1830 est une tribune pour les femmes. Et qu'il faut vraiment que les femmes donc s'en emparent. Adèle de Saint-Amand s'adresse aux femmes. Les questions les plus dominantes sont celles qui ont rapport avec la liberté des femmes. C'est un retentissement universel. Dans les salons, les théâtres, les romans, les ateliers et les mansardes. Il n'est pas jusqu'aux journaux qui n'agitent pas directement la question de la liberté des femmes. De toutes parts, on ne parle que de cela. Les femmes ne devraient qu'à elles-mêmes leur émancipation définitive. Rendez-vous compte, le mot d'ordre de l'époque, c'était l'émancipation du peuple et des femmes. L'émancipation du peuple et des femmes. Un manifeste même va sortir dans les années 30, en 34, pour justement faire en sorte que les femmes puissent prendre en main leur avenir. Elles veulent devenir des individus à part entière et l'idée de liberté, elles s'en emparent pleinement. Ces femmes réclament une véritable autonomie, c'est-à-dire de ne plus être infantilisées par un code civil qui en fait des mineurs, en quelque sorte, placées sous l'autorité toute puissante de leur mari. Et elles demandent donc, je pense à Désiré Verret, je pense à Jeanne de Rouen, je pense à Claire Desmarres, je pense à Claire Bazard et à quelques autres, elles demandent effectivement à ce que le code civil tienne compte du fait qu'elles sont des majeures et non pas des mineurs. Jeanne-Victoire de Rouen, 25 août 1831, dans La Femme libre. Lorsque tous les peuples s'agitent au nom de la liberté, nous, femmes, resterons-nous passifs devant ce grand mouvement d'émancipation sociale? Nous naissons libres, comme l'homme. Et la moitié du genre humain ne peut être sans injustice asservie à l'autre. Plutôt le célibat que l'esclavage. Liberté sociale, liberté politique, mais liberté sexuelle aussi, puisqu'elles pratiquent même, certaines d'entre elles, le libre amour. C'est vous dire que l'avancée était très grande. Ce combat-là est très d'avant-garde. Il n'a pas un impact très fort à l'époque, mais c'est un jalon extrêmement important dans l'histoire du féminisme, un mot qui par ailleurs n'existe pas à l'époque.
Dans Feuilles d'automne, publié en 1831, Victor Hugo écrit « Au dehors, ça et là, sur la face de l'Europe, des peuples tout entiers qu'on assassine, qu'on déporte en masse ou qu'on met au fer. Partout d'ailleurs, dans les États même les plus paisibles, quelque chose de vermoulu qui se disloque. Et pour les oreilles attentives, le bruit sourd que font les révolutions, encore enfouies dans la sape, en poussant sous tous les royaumes de l'Europe leurs galeries souterraines. Ramification de la grande révolution centrale, dont le cratère est Paris. » On peut dire que la révolution de 1830 a une dimension européenne. Clairement, elle a une dimension européenne. Déjà auparavant, avant 1830, il y avait eu au niveau européen un certain nombre de mouvements libéraux, nationaux, patriotiques en Allemagne, en Italie, en Suisse, etc., qui avaient échoué parce que toutes les monarchies européennes, en général, avaient fait retomber une chape de plomb sur ces mouvements et avaient, rétabli brutalement l'ordre. Mais avec 1830, évidemment, comme c'est la France, on se dit que ça pourrait faire tache d'huile. La barricade s'exporte. La liberté va être invoquée comme le premier des droits, au nom duquel agir et contester l'ordre établi. Au mois d'août, une insurrection éclate à Bruxelles qui va amener à la partition du royaume des Pays-Bas, dont faisait partie la Belgique, en deux parties, donc un État qui naît en 1830, la Belgique. Une insurrection éclate à Varsovie, qui va durer pratiquement une année, qui va se traduire par de véritables batailles, par une résistance militaire des Polonais, qui vont tenir jusqu'à ce que finalement la Russie arrive à écraser cette révolte polonaise. Et deux cas qui sont importants après, c'est l'Allemagne et l'Italie. Là, il va y avoir des mouvements insurrectionnels dans différents États, parce que l'Allemagne et l'Italie n'existent pas. C'est une confédération dans les deux cas de royaumes, de monarchies, de duchés, de tout ce que l'on veut. Donc, il va y avoir des mouvements unitaires. On va voir apparaître déjà à cette époque-là les drapeaux tricolores que l'on connaît encore aujourd'hui dans les deux pays, mais ça n'aboutira pas non plus parce que les pouvoirs menacés vont réussir à se rétablir à chaque fois. Ces révolutions ont bouleversé l'ensemble du continent. Leur échec jette en exil nombre de penseurs, d'acteurs, qui vont organiser et penser l'après, comme Marx et Engels, ou encore le poète Heine. Heine, à la veille de son départ pour Paris, écrivait « Lafayette, le drapeau tricolore, la Marseillaise. Je suis comme enivré. Moi aussi je suis le fils de la Révolution. Et de nouveau, je tends les mains vers les armes sacrées. » Après des années de répression, de censure établie, le peuple, las de ne rien obtenir, se révolte à nouveau en 1848. Des républicains attendent un nouvel étendard du peintre. Et pendant que Paris et l'Europe s'embrasent à nouveau, Delacroix peint des fleurs. On est devant un silence total ou un déni, je ne sais pas. Et Delacroix sera plutôt favorable au retour à l'ordre et à la République musclée préalable au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Disons que la position de Delacroix politique, c'est très flou. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est pour une révolution probablement politique, pour l'affirmation des libertés publiques, mais il n'est pas pour la révolution sociale. Évidemment, il profite opportunément de chaque régime politique parce qu'il a besoin de commandes publiques, mais il ne se met jamais au service pur et dur d'un régime politique, d'une propagande. Depuis 1833, Delacroix réalise de grands décors dans des lieux prestigieux, comme le Salon Carré et la bibliothèque de l'Assemblée nationale, ou encore au Louvre, cette peinture au centre de la galerie d'Apollon. Son ambition est d'être l'égal des grands peintres de la Renaissance. Pendant plus de 20 ans, la liberté guidant le peuple va rester dans l'ombre, jusqu'à l'exposition universelle de 1855. Delacroix doit
organiser sa propre rétrospective. Il y a un choix d'œuvres et ce tableau ressort avec l'autorisation spéciale de l'empereur Napoléon III. 5 millions de visiteurs vont découvrir au pavillon des Arts les plus grands artistes du temps. Ingres, Horace Vernet et Delacroix. Tout le monde se rend compte à ce moment-là à quel point c'est un chef-d'œuvre et que c'est une pièce maîtresse en fait d'une histoire de l'art français qui est en train de s'écrire. À la fin de l'exposition, une nouvelle fois, la liberté guidant le peuple retourne en réserve. De son vivant, Delacroix ne verra plus son tableau présenté dans de grandes expositions. L'œuvre, qui embarrassait tous les pouvoirs, va entrer au Louvre en 1874, sous la Troisième République, et devenir une icône. Elle va participer dès lors au roman national. Elle inspire à son tour les représentations de Marianne, l'allégorie de la République, avec laquelle on la confond souvent. Joyau, évacuée à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle sera en affiche à la Libération. Elle ornera le fameux billet de 100 francs en 1978. C'est un tableau qui est totalement français. Et en même temps, il est totalement universel. Donc là, on a un cas de figure qui est extrêmement intéressant parce que c'est, de mon point de vue, le cas des très grandes œuvres, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient picturales, qu'elles soient, je ne sais pas moi, musicales par exemple, avoir un ancrage totalement local et national et prendre une dimension universelle. Je ne sais pas, c'est Dostoïevski si vous voulez. Vous voyez, Dostoïevski est totalement russe et totalement universel. Après 6 mois de restauration, toute la puissance dramatique de l'œuvre s'impose. La liberté, fille du soleil de juillet, renaît de ses rayons, comme l'écrivait le poète de Lavigne. Ce qu'elle incarne, la liberté en sort renforcée. Elle surgit hors du temps, personnifiant ce qui arme le bras de ces insurgés, enivrés par la poudre et la mitraille dans l'air. Ce qui fait du bien après cette restauration, c'est de mesurer à quel point il est vigoureux, il est jeune, il est moderne. Delacroix n'a négligé aucun détail, c'est-à-dire qu'il prend soin de raffiner les moindres modulations colorées d'un bout de bois, d'un pavé, les moindres aspects effectivement cadavériques, même un peu verdâtres, bleuâtres de certains corps. Il fait très chaud ce jour de juillet, il y a de la poudre, des armes qui flottent dans l'air, qui collent à la peau. La peau aussi qui est bronzée à cause de ce soleil, donc tout ça interagit et Delacroix joue à plein sur les rouges, les bleus, les jaunes, les verts qui viennent justement maculer cette peau et qui la rendent palpitante. La technique aussi de Delacroix, où il a peint, par exemple, un cadavre au premier plan avec un pantalon dans une teinte violacée très très belle, et ensuite il l'a sali de jaune. Donc il salit les couleurs magnifiques qu'il peint de façon à rendre la poussière des combats, qu'on trouve aussi d'une façon assez étonnante sur la robe de la liberté qu'on pensait d'une seule couleur et en fait qui est peint dans une teinte là aussi violacée, salie de jaune. C'est incroyable. Il met un empattement jaune et après, il laisse glisser un peu son pinceau et ça donne comme un frottis jaune sur l'ombre du pli qui était déjà présente. Donc on voit ces glissements comme ça d'empattement fort qui s'étalent après et qui forment comme une sorte de petit frottis plus que glacis sur des brins. Ou ici, par exemple, enfin, c'est assez incroyable. Donc c'est à la fois extrêmement rapide, à la fois presque brouillon comme ça quand on regarde de près, et à la fois très savant et ça donne un effet incroyable à cette robe. Dans cette zone, on voit également
cette partie-là, cette main qui se découpe avec beaucoup de netteté, avec un dessin très précis, des petits empattements très nets sur le dessus des ongles et une manière très cernée de dessiner la forme des doigts, les ombres autour des ongles, qui contrastent avec d'autres parties juste autour qui, au contraire, sont rendues avec quelque chose de beaucoup plus flou. C'est un travail très, très élaboré, en fait. Et ça, c'était complètement masqué par les vernis jaunes. Et puis la grande aussi redécouverte, c'est celle de ce ciel d'un bleu extraordinaire, mais dans lequel on retrouve toute la fumée, toute la poussière, toute la poudre des combats qui avaient complètement disparu, enterrés sous les couches de vernis, et cette aura jaune, comme un nimbe en quelque sorte, autour de la figure de la liberté qu'on ne voyait plus du tout. Eugène Delacroix nous trouble. Il cultive l'ambivalence de sa liberté. Il met en scène une déesse et lui donne, par ses touches de pinceau, une présence charnelle très forte. Alexandre Dumas, à propos de la liberté. Cette liberté-là n'est point classique. C'est une fille du peuple qui combat pour ne pas être tutoyée, outragée, violée par les grands seigneurs. Allora, io penso che questa immagine sia preziosa. Sia preziosa proprio perché senza pudore. Questa immagine fa da antidoto a tutte le forme di astuzia ideologica che vogliono riportare le donne a casa, che vogliono riportare le donne all'utero, che vogliono riportare le donne alle coccole, all'oblazione, alla devozione materna. È l'antimamma, questa donna, e mi sta immensamente simpatica. Ce tableau de Delacroix, c'est l'envers du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, premier plan, elle est nue, mais on ne voit pratiquement pas la nudité. Tout est fixé sur le regard du modèle. Et un regard particulièrement lucide, particulièrement présent, presque provocateur. Ça, c'est insupportable. Et là, ce n'est pas le regard, c'est l'attitude, c'est le mouvement. Que vous le preniez d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la liberté est en marche. Et ça, c'est inadmissible. Il seno nudo ha una storia che è la storia dell'arte, ma che è anche la nostra storia contemporanea. La nudité. Les seins nus dans l'espace public. C'était inconcevable en 1830. Et encore moins l'idée que la nudité pouvait être une arme politique, une arme de résistance. Quindi sì, penso che si possa benissimo sentirsi amiche della libertà che guida il popolo, anche se questa libertà non porta il reggiseno. La peinture de Delacroix est riche en sanglantes péripéties, en chocs violents, batailles, exécutions. Dans La liberté guidant le peuple, cette violence est bien là, avec ces insurgés franchissant l'espace des morts. Cette folie meurtrière dans les yeux injectés de sang de l'adolescent, la main crispée sur un pavé. Delacroix aime peindre, représenter l'instant étrange où la fureur des combattants paraît se figer à son paroxysme. Au pied de la liberté, un homme qui est en train de rendre l'âme littéralement. Il a l'air blessé à la poitrine. Son sang coule sur un pavé. C'est d'ailleurs quasiment
un dripping, une projection de peinture qui imite le sang de manière totalement mimétique. Cette jeunesse morte au premier plan, avec tous ces détails qui sont quand même extrêmement précis et violents. Ils sont vraiment hyper jeunes, avec leurs petites moustaches, avec leur tête au sol. Enfin, c'est terrible. Delacroix lui-même a vraiment voulu poser des questions, émouvoir, et dans cette émotion, il a pas de réponse. Il a juste que des questions sur la violence et la liberté, la mort et la liberté, aller au combat ou pas aller au combat, mourir pour une idée, enfin... C'est pour ça que souvent je le regarde comme un très bon observateur de la situation. Et je dis pas, il est en train de dire qu'il dénonce la violence. Je dis, c'est violent. Et c'est clair que c'est violent. Un mouvement social, c'est violent. J'ai pas à le nier. J'ai pas à mentir là-dessus. Il y a des libérations qui sont d'une grande violence. Il y a des pouvoirs qui sont extrêmement brutaux. Et c'est un rapport de force. Toute la difficulté de comprendre le tableau, c'est à la fois le saisir dans le moment historique, dans l'interprétation de son auteur, dans son idéal, et puis, comme toute œuvre, l'œuvre échappe à l'auteur. La presse, la publicité, le monde de l'art s'emparent régulièrement de la liberté avec des discours parfois opposés et continuent de la détourner avec imagination, ironie ou insolence. Politik war eigentlich immer schon auch Kampf mit Bildern. Jede Demokratiebewegung sucht nach einer symbolischen Verdichtung dessen, was sie wollen oder was sie vielleicht schon erreicht haben. En 1936, l'artiste allemand John Herzfeld détourne la toile au profit des républicains espagnols. Elle inspire le peintre muraliste Diego Rivera, le peintre communiste italien Renato Guttuso, qui soutient le soulèvement du peuple algérien en 1957. Le crayon de Peter Klee, célébrant le mouvement des forces armées guidant le peuple portugais au lendemain de la révolution des œillets. Cette œuvre de Yu Minjun, avec ses sourires éclatants, grotesques, dénonçant l'absence de liberté des citoyens chinois. La présence sur un mur parisien du combat que mène l'Ukraine, œuvre d'un street artiste, Nikita Kravtsov. Ich denke an ein Bild, das in den USA häufig gezeigt wird, im Zusammenhang mit Black Lives Matter, wo eine sehr schick gekleidete Frau Polizisten gegenübersteht. Das ist ein außergewöhnliches Bild. Oder Sie erinnern sich vielleicht noch an eine berühmte Szene in der Türkei, als es die Proteste gab um den Gezi-Park herum. Eine Frau in einem roten Kleid, die von der Polizei malträtiert wird. Wurde sofort ein ikonisches Bild. Und das sind natürlich alles Rückspiegelungen auf Delacroix. Wir brauchen diese symbolische Verdichtung, wir brauchen diese eine ikonisch, um unsere Aspirationen, unsere Hoffnungen zu kommunizieren. Deswegen bleibt das alles heute genauso relevant wie 1830. Rosa Luxembourg écrit dans la Révolution russe. Seule l'expérience permet les corrections et l'ouverture de nouvelles voies. Seule une vie bouillonnante, sans entrave, corrige elle-même toutes ses erreurs. Si la vie publique des États à la liberté limitée est si terne, si misérable, si schématique, si inféconde, c'est justement parce qu'en excluant la démocratie, elle tarit les sources vivantes de toute richesse et de tout progrès intellectuel. Les restauratrices effectuent les dernières retouches. L'œuvre va retrouver la salle Mollien, où sont exposés les plus grands noms de la peinture française du XIXe siècle.
On peut espérer que ce tableau ait conservé la force de ce qu'est la liberté. Et aussi dire que la liberté est toujours en danger d'une certaine manière et qu'il faut se battre pour la maintenir vivante. Voilà. Et que c'est le sens de l'histoire, la liberté. Donc d'une certaine manière, ce que montre Delacroix aussi, c'est qu'à la fin, on peut espérer qu'elle triomphe toujours. Eugène Delacroix a transcendé l'événement en le projetant dans l'avenir. Il a eu cet art de faire se rencontrer le réel et l'imaginaire. Dans une scène d'une étrange poésie où, sous le soleil de juillet, éclate le mot liberté.